Bien, je pense que ce sont les chansons que les gens ont choisies pour vous et ont fait de Sammy Davis Jr. l'artiste aux multiples talents connu sous le nom de Candyman et l'artiste des artistes, une star de la scène et de l'écran qui a captivé le public avec ses talents de chanteur, de danseur et d'acteur. Mais malgré sa gloire et sa fortune, Davis a lutté contre des démons personnels qui l'ont hanté tout au long de sa vie. Et maintenant, plus de 30 ans après sa mort, une découverte dans son coffre-fort personnel a révélé un côté effrayant de l'artiste légendaire que peu soupçonnaient. Qu'a-t-on vraiment trouvé dans le coffre-fort? Comment l'ont-ils découvert? Rejoignez-nous pour explorer les détails. La douleur derrière l'uniforme. À l'âge de 17 ans, Sammy Davis Jr. a été enrôlé dans l'armée américaine pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était petit, mesurant 1,68 m et ne pesant que 54 kg. Cependant, ce n'est pas sa taille qui a rendu la guerre difficile pour lui. Ce qui l'a vraiment brisé, c'est la haine qu'il a rencontrée, non pas de l'ennemi, mais des soldats même qui portaient le même uniforme que lui. Lorsque Sammy a rejoint l'armée, il s'est malheureusement retrouvé dans l'une des premières unités d'infanterie intégrées. Pour lui, ce n'était pas un signe de progrès, c'était une pure misère. Lors de son premier jour d'entraînement, il s'est approché d'un soldat assis sur les marches de la caserne. Avec sa voix douce habituelle, Sammy a demandé son chemin, pensant qu'il parlait à un camarade soldat qui l'aiderait. Au lieu de cela, l'homme a répondu avec des mots durs, indiquant clairement que Sammy n'était pas le bienvenu. Ce moment a changé sa perspective sur le monde. Jusqu'à ce moment, Sammy avait été protégé par l'amour de son père et le lien étroit qu'il partageait avec le trio Will Maston. Il l'avait tenu à l'abri des dures réalités des préjugés. Mais l'armée était une autre histoire. La porte de son innocence s'est refermée, révélant un monde rempli de haine et de cruauté. Les camarades soldats de Sam Youngs l'ont traité terriblement. Il a été attaqué, battu et humilié. Certains ont même uriné sur lui. Ils l'ont ridiculisé, l'ont peint blanc et ont versé de l'urine dans sa bière. Plus tard dans sa vie, Sammy a raconté ses expériences douloureuses dans des talk-shows, partageant comment les soldats se ligueraient contre lui uniquement à cause de sa couleur de peau. Il se souvenait s'être cassé le nez 3 fois dans des bagarres qu'il n'avait jamais initiées, même lorsqu'il se défendait. La haine a persisté. Il s'est rappelé une fois avoir frappé un homme qui l'avait insulté, et l'homme, levant les yeux du sol, a déclaré que quoi qu'il arrive, Sammy ne serait toujours rien d'autre qu'une injure. Ce moment est resté gravé lui pour toujours. Cela lui a appris que parfois, même quand on se bat et même quand on gagne, on perd quand même. Cependant, Sammy n'était pas du genre à abandonner. Les mauvais traitements constants l'ont affecté, mais l'ont également motivé à chercher une autre façon de résister. Il a réalisé que sa véritable force ne résidait pas dans sa puissance physique, mais dans ses capacités, raison de l'intimidation incessante. L'armée l'a finalement affecté à une unité de divertissement. Là, il a commencé à se produire pour les soldats, y compris ceux qui l'avaient auparavant ridiculisé et agressé. L'animosité n'a pas disparu immédiatement. Un soir, après un spectacle, un groupe de soldats a feint un désir de réconciliation. Ils ont invité Sammy à leur table et ont poussé une photo de bière vers lui. Espérant être accepté, Sammy s'est versé une boisson. Dès qu'il a pris une gorgée, ils ont éclaté de rire. À son grand désarroi, il a compris qu'ils l'avaient piégé pour qu'il boive de l'urine une fois de plus. À une autre occasion, le même groupe l'a enlevé et a recouvert tout son corps de peinture blanche. Néanmoins, quelque chose de différent s'est produit sous les projecteurs. Sur Sorkena, personne ne pouvait ignorer son talent. Son chant, sa danse et son charisme ont percé la haine d'une manière que ses mots ne pouvaient non pas. Même ceux qui le détestaient avaient du mal à ignorer son éclat. Progressivement, Sammy a réalisé que son art pouvait atteindre les cœurs d'une manière que la confrontation physique ne pourrait jamais. « Mon talent était mon arme, ma force, mes moyens de combattre », a-t-il déclaré un jour. Lorsque la guerre s'est terminée, Sammy a été libéré du service. Il est retourné au trio Will Maston et a rapidement commencé à tracer sa propre voie vers la célébrité. Sa voix a attiré l'attention des critiques et ses enregistrements avec Decca Records lui ont valu des éloges. De ses performances dans de petits clubs, son voyage s'est étendu à la gloire mondiale. Il est devenu non seulement un chanteur, mais aussi un acteur et un danseur célébré dans le monde entier.
Malgré les marques laissées par l'armée, Sami a continué à soutenir son pays tout au long des années 1960 et même dans les années 1980. Il a voyagé dans le monde entier avec l'USO. Il a diverti les soldats loin de chez eux, apportant joie et musique aux hommes et aux femmes qui enduraient les difficultés de la guerre. Au Vietnam, 1972, Allemagne, 1968 et dans de nombreux autres endroits, il s'est produit avec la même énergie et le même bonheur qu'il avait toujours eu. Pour de nombreux soldats, il était un phare, un rappel de la vie au-delà du champ de bataille. Il leur a apporté des sourires à des moments où les sourires étaient difficiles à trouver. Mais c'était le moindre de ses problèmes, car ce qui allait suivre a complètement changé sa vie. L'accident qui a tout changé. 1954, la Cadillac Eldorado représentait le glamour et le style. Son design élégant et son aspect brillant sur la route étaient admirés par beaucoup. Cependant, sous sa beauté se cachait un défaut dangereux. Au centre du volant se trouvait un moyeu pointu forme de balle. Il n'avait aucune fonction réelle autre que d'avoir l'air à la mode. Pourtant, il posait un risque pour Sammy Davis Jr., l'une des stars les plus brillantes de cette époque. Ce défaut allait changer sa vie à jamais. Au petit matin du 19 novembre 1954, Sammy conduisait son Eldorado sur les routes sombres de San Bernardino, Californie. Il rentrait à Los Angeles après une représentation à Las Vegas. La nuit était paisible, mais soudain, tout a changé. Une autre conductrice a raté son virage sur l'autoroute et a tenté de faire marche arrière. La voiture de Sammy est entrée collision avec la sienne et à ce moment-là, la conception mortelle de l'Eldorado a montré son danger. Sans ceinture de sécurité pour le protéger, la tête de Sammy a été projetée vers l'avant et le moyeu de direction l'a frappé directement à l'œil gauche. L'impact a été si violent que son œil a été délogé de son orbite. L'accident a été catastrophique pour un homme dont la vie tournait autour du mouvement, de l'expression et de la connexion avec le public. La peur de perdre la vue et sa carrière était immense. Les médecins l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Et pendant qu'il se battait tant que pour le sauver, Sammy avait une question urgente. Ses jambes étaient-elles toujours bon état ? Pour lui, la capacité de danser, de se produire et d'apporter du bonheur aux autres était plus importante que toute autre chose. La nouvelle de l'accident s'est répandue rapidement et beaucoup craignaient que sa carrière ne soit terminée. Des amis comme l'acteur Jeff Chandler ont même offert de lui donner l'un de leurs propres yeux si cela pouvait empêcher sa cécité. Sammy a traversé des mois de convalescence. Pendant 6 mois, il a porté un cache-œil faisant des apparitions publiques avec lui sur la couverture de son premier album et même à la télévision. Finalement, il a reçu un œil de verre qu'il porterait pour le reste de sa vie. L'accident n'a pas été qu'un impact physique, il a marqué un changement important dans son esprit. Pendant son séjour à l'hôpital, Sammy a réfléchi profondément à la vie, à la foi et à la survie. Eddie Canner, le comédien qui était devenu son ami, est venu lui rendre visite et lui a parlé des défis auxquels la communauté juive était confrontée. Sammy, élevé dans la foi catholique par ses parents, a ressenti un lien fort avec ce qu'il a appris. Il a commencé à explorer l'histoire et la culture juive, particulièrement inspiré par l'idée que malgré les difficultés, le peuple juif a persévéré et prospéré. Cette résilience est devenue une source de force pour lui. Des années plus tard, 1960, Sammy s'est officiellement converti au judaïsme. L'accident qui a failli le ruiner l'a également transformé en individu plus fort et plus réfléchi. Il l'a élevé du statut d'artiste bien connu à celui de figure respectée au-delà de la scène. Son histoire de survie a profondément résonné auprès de nombreux. L'image de Sammy Davis Jr. portant un cache-œil ne signifiait pas la faiblesse, elle représentait la bravoure. Elle a démontré au monde que rien, pas même la tragédie, ne pouvait éteindre sa passion. Lorsqu'il est finalement revenu sur scène, le public l'a accueilli avec chaleur et admiration. Son chant est resté puissant, sa danse toujours captivante et son esprit est apparu encore plus vibrant qu'avant. Ce qui aurait pu marquer la fin de sa carrière a plutôt ouvert un nouveau chapitre, un chapitre rempli d'encore plus de succès et de signification. Briser les barrières affectives
avec Sinatra. Lorsque Sammy Davis Jr. était un jeune homme poursuivant ses rêves, il était captivé par la plus grande star de l'époque, Frank Sinatra. Pour Sammy, Sinatra était plus qu'un simple artiste, c'était une figure plus grande que nature, dégageant élégance, charme et pouvoir partout où il allait. Sammy l'admirait tellement qu'il découpait des articles de journaux et de magazines, les collait dans un album et les partageait fièrement avec sa grand-mère. Pour Sammy, Sinatra était comme une divinité. Il aspirait à vivre comme Frank, à entrer dans des clubs glamour et à attirer l'attention avec confiance et style. Sammy avait grandi se produisant sur le Chitlin Circuit qui se composait de petits post-clubs, principalement noirs, dans des zones pauvres. Ces lieux lui offraient une scène, mais pas la vie qu'il envisageait. Puis il a découvert le monde de Sinatra. Lumières vives, nappes blanches, sophistication et opportunités illimitées. Une fois que Sammy a entrevu ce monde, retourner dans des théâtres délabrés lui a semblé être un pas arrière dans le temps. Il a réalisé qu'il voulait plus et Sinatra semblait détenir la clé. Dès le début, Sinatra a reconnu quelque chose d'unique chez Sammy. À la fin des années 1940, pendant une accalmie dans sa propre carrière, Sinatra a visité Harlem et a assisté à un spectacle du trio Will Maston. Le groupe l'a impressionné, mais c'est Sammy qui l'a émerveillé. Sinatra est allé dans les coulisses après. Désireux de rencontrer le jeune homme dont l'énergie illuminait la scène, il a invité Sammy à venir le voir se produire retour. Sammy a fait un effort. Il est allé au théâtre où Sinatra se produisait, mais le personnel l'a arrêté à l'entrée. Il ne laisserait pas un homme noir entrer. Une semaine plus tard, Sinatra est retourné à Harlem pour une autre performance du trio et a demandé à Sammy pourquoi il ne s'était pas présenté. Sammy a tranquillement avoué qu'il avait essayé, mais qu'il avait été renvoyé. Ce qui s'est passé ensuite a révélé le type d'ami que Sinatra serait. Colère, Frank s'est précipité à son théâtre, a déchiré son contrat et est parti. Il n'était pas le plus grand nom de la musique à l'époque, il avait besoin de ce travail. Mais il ne se contenterait pas de regarder pendant que son nouvel ami était maltraité pour Sammy, le garçon avec l'album. Ce moment était inoubliable. À partir de ce moment-là, leur amitié n'a fait que s'approfondir. Sinatra a demandé à Sammy et au trio de faire la première partie de son spectacle au Grand Capitol Theatre 1947. Un concert qui a étonné Sammy. Peu de temps après, lorsque Sammy s'est vu refuser l'entrée dans la célèbre discothèque Copacabana, Sinatra s'est assuré que cela ne se reproduirait plus. Et lorsque les hôtels de Las Vegas ont refusé Sammy, même s'il s'y produisait, Sinatra a utilisé son influence pour briser ces barrières. Partout où Sammy rencontrait une porte fermée, Sinatra l'ouvrait. Pour Sammy, cette amitié était plus que le simple fait d'être ensemble. C'était une porte d'entrée vers un monde auquel il n'aurait jamais pu accéder seul. Hollywood à cette époque était majoritairement bon. Peu importe le talent d'un artiste afro-américain, le chemin vers la gloire était obstrué par les préjugés. Mais avec Sinatra à ses côtés, Sammy a été présenté à des producteurs, des maisons de disques et des réalisateurs. Il a été accueilli dans des cercles où les décisions étaient prises et les opportunités se créaient. Grâce à Sinatra, Sammy a rencontré certaines des personnes les plus influentes et célèbres de l'époque. Marilyn Monroe, des politiciens comme John F. Kennedy et des magnats d'Hollywood qui dirigeaient l'industrie. Ces relations ont offert à Sammy plus que du travail. Elles lui ont offert la chance de démontrer que son talent méritait de briller aux côtés de n'importe qui d'autre. Tant que membre du Rat Pack, la carrière de Sammy a décollé. Il a chanté, dansé, joué et a prouvé au monde qu'il pouvait tout faire. Son nom seul illuminait les juments alors que la facturation passait du trio Will Maston à simplement Sammy Davis Jr. Il était passé d'un garçon avec un album à une véritable star. Sammy s'est toujours souvenu que beaucoup de ce qu'il avait accompli était grâce à Sinatra. À une époque où de nombreux artistes blancs évitaient les questions raciales, Sinatra est resté ferme. Il a soutenu Sammy, l'a défendu et a insisté pour qu'on le respecte. Ce soutien a non seulement fourni des opportunités à Sammy, mais a également préservé sa dignité dans un monde qui essayait souvent de la lui enlever. Ceux qui ont assisté aux performances de Sammy à cette époque ont parlé de son incroyable talent.
Il chantait avec une émotion profonde, dansait avec une énergie illimitée et jouait des instruments sans effort. Il était plus qu'un simple artiste, il était un phénomène naturel. Beaucoup pensent que s'il avait vécu dans le monde d'aujourd'hui, il aurait reçu de nombreux prix, des Oscars, des Emmy, des Tony. Son talent exceptionnel était un événement unique dans une vie. Sammy a compris à quel point son opportunité était unique. Il l'a embrassée, travaillant dur, apprenant l'industrie et naviguant sur le chemin que Sinatra avait tracé pour lui. Il visait les sommets les plus élevés. Et avec Frank comme supporter, il a accompli plus que ce que la plupart pensaient possible et la lutte pour la liberté après son mariage. Comment ? Découvrons-le. Les amours de Sammy et les batailles autour d'elle. L'amour a toujours été une histoire complexe pour ceux qui sont sous les feux de la rampe. Et pour Sammy Davis Jr., c'était encore plus complexe. Sa vie était remplie de musique, de joie et de lumière vive. Mais ce qui concerne l'amour, le monde extérieur rendait souvent les choses plus difficiles que nécessaires. Ses mariages et ses relations reflètent non seulement ses désirs, mais aussi les défis d'être un homme noir américain où l'amour pouvait parfois être considéré comme un crime s'il franchissait les frontières raciales. Le parcours romantique de Sammy a pris un tournant important en 1956. Il a rencontré la superbe actrice Kim Novak alors qu'ils étaient tous les deux au Steve Allen Show. Novak était glamour, admirée et déjà une étoile montante. Sammy a été instantanément enchanté. Initialement, son attirance avait une pointe de rébellion. Il avait enduré tellement de racisme dans sa carrière qu'une partie de lui voulait prouver qu'il pouvait gagner le cœur de la femme blanche la plus célèbre de l'époque. Cependant, à mesure qu'ils passaient plus de temps ensemble, ce qui avait commencé comme une rébellion s'est épanoui quelque chose de plus affectueux. Il a rendu visite à Novak sur le plateau de Vertigo 1957 et l'a ensuite invité chez lui pour Thanksgiving. Elle a accepté et l'a ensuite emmené rencontrer sa famille à Chicago ce Noël. Ils ont apprécié la compagnie de l'autre. Elle l'a décrit comme jeune et amusant, tandis qu'il la trouvait charmante d'une manière qui faisait fondre son cœur. Mais dehors de leur monde privé, des problèmes se préparaient. Les dirigeants d'Hollywood, particulier Harry Cohn de Columbia Pictures, craignaient la réaction du public du Sud si Novak sortait ouvertement avec un artiste noir. L'horrible meurtre de E.M.T.T. Till, 2 ans plus tôt, hantait encore la nation et la peur planait sur les relations interraciales. Des sondages ont indiqué qu'une grande majorité d'Américains désapprouvaient de telles unions et dans de nombreux États, elles restaient illégales. Novak était déterminée, elle n'aimait pas qu'on lui dise qui elle pouvait voir. Sammy partageait ses sentiments, ensemble, ils ont résisté fermement à l'opposition. Cependant, au début de 1958, une chroniqueuse mondaine a révélé leur relation, provoquant un émoi. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles ils prévoyaient de se marier. Ces commérages ont mis Cohn colère, qui aurait envoyé une menace à Sammy par le biais de contacts avec la mafia, l'avertissant qu'il l'aveuglerait de son seul bon œil s'il ne rompait pas avec Novak. Inquiet pour sa sécurité, Sammy s'est retiré. Quelques jours plus tard, janvier 1958, il a épousé Laurie White, une jeune choriste noire qu'il connaissait à peine. Le mariage a été précipité, étrange et motivé par la pression plutôt que par l'amour. Certains affirment que Sammy lui a offert de l'argent. D'autres pensent que c'était une décision prise état d'ébriété. Quelle que soit la vérité, cela n'a pas duré. Septembre de la même année, le mariage a pris fin. Quelques mois plus tard, Sammy est tombé amoureux, à nouveau, cette fois de May-Britt, une actrice suédoise. Il l'a remarquée à la cantine des Fox Studios et, contrairement à son mariage précipité avec White, cette relation s'est développée naturellement. Il a été captivé par elle et elle a ressenti la même chose. Bientôt, ils ont annoncé leur fiançailles, ce qui a suscité à la fois excitation et colère. Les médias étaient inflexibles, les journalistes ont posé des questions indiscrètes sur ce que cela signifierait pour eux d'avoir des enfants métis. Des groupes colères ont protesté contre ces événements publics. Sammy, qui soutenait la politique démocrate, a même reporté le mariage après l'élection de 1960, craignant que son mariage avec May ne nuise aux chances de John F. Kennedy. Néanmoins, leur amour les a aidés à endurer le chaos.
1960, Sami et Maybrit se sont mariés, devenant l'un des premiers couples interraciaux célèbres d'Hollywood. Le mariage a eu des conséquences. La carrière de May a été touchée presque immédiatement car les studios doutaient que le public accepte une star dans un mariage interracial. Ensemble, ils ont eu 3 enfants et ont créé une famille. Mais les pressions de la célébrité et l'infidélité notoire de Sami ont mis à rude épreuve leur relation. 1968, ils ont divorcé. Pendant cette période, Sami a rencontré Altivise Gore, une danseuse et actrice qui partageait la scène avec lui. Contrairement à ses relations antérieures, qui étaient pleines de controverses et de pression, sa connexion avec Alivise s'est développée d'une manière plus douce et plus durable. Ils se sont mariés en 1970 et sont restés ensemble jusqu'à son décès. Altivise a exprimé son amour d'une manière simple mais belle. Ils étaient profondément dévoués et Sami visait à lui offrir le meilleur de tout. Pendant tout ce temps, Kim Novak a continué à être associé au récit de Sami. Bien que leur romance ait été perturbée par des menaces et des préjugés, leur connexion n'a jamais été complètement rompue. Ils se sont retrouvés aux Academy Awards 1969 où ils ont dansé ensemble lors d'une after-party. Sami était émerveillé de voir à quel point les choses avaient changé. Si j'avais chanté quelques mots, j'avais changé. Personne ne chuchotait ni ne se souciait comme avant. Leur dernière rencontre a eu lieu des années plus tard, lorsque Novak est venu le voir alors qu'il était mourant en 1990. Et à travers tout cela, il pensait avoir gagné seulement pour être confronté au problème ultime. Restez avec nous. Le rideau final, derrière les lumières éblouissantes et les acclamations constantes, Sammy Davis Jr. a mené des batailles que peu pouvaient remarquer. Sa voix, son sourire et son énergie incroyable le faisaient paraître invincible sur scène. Mais loin des feux de la rampe, sa santé s'est progressivement détériorée, raison d'habitude, de douleurs et de maladies. Son histoire est à la fois tragique et édifiante. Même dans sa fragilité, Sammy a toujours trouvé des moyens de jouer, de partager et d'embrasser la vie. Après la fin de son mariage avec Maybrit 1968, la vie de Sam Youngs a pris une tournure plus sombre. Se sentant seul et agité, il s'est tourné vers l'alcool pour se réconforter. Il a également commencé à prendre des médicaments, particuliers de la cocaïne, et a essayé diverses substances qui n'ont jamais pu lui apporter une véritable paix. Ce qui a commencé comme une source de réconfort s'est rapidement transformé en une routine périlleuse au milieu des années 1970. Des années de forte consommation d'alcool et de tabac avaient eu des conséquences néfastes sur son corps. Il a été confronté à des problèmes de foie et de reins et a même subi une crise cardiaque. 1964, il a passé des mois à l'hôpital. Cependant, une fois rétabli, Sammy a refusé de ralentir. Il a continué à enregistrer des albums, à animer l'émission de variété Sammy & Company, à jouer dans des spectacles de Broadway et à illuminer les casinos et les boîtes de nuit. Mais son mode de vie causait déjà des dommages importants. La cirrhose, une maladie du foie due à des années de consommation d'alcool, constituait une menace sérieuse pour sa vie. 1985, ses médecins lui ont lancé un avertissement sévère. Une seule boisson de plus pourrait être fatale. Ce moment a marqué un tournant. Pour survivre, il a complètement arrêté de boire. Son foie était endommagé, mais il s'est battu pour apporter des changements. Il fumait toujours, mais à bien d'autres égards, il a cherché à se reconstruire. Étonnamment, il a trouvé de la joie dans la cuisine, devenant si talentueux que même ses amis ont loué les plats qu'il préparait. Pour un homme qui passait autrefois ses nuits dans un brouillard d'alcool, la cuisine s'est transformée en un lieu de guérison. À la fin des années 1980, Sammy a été confronté à un défi important, plus grave que tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Août 1989, il a commencé à sentir un picotement dans la gorge et a remarqué qu'il ne pouvait plus goûter sa nourriture. Au début, cela semblait être un problème mineur. Mais les médecins ont rapidement découvert une tumeur cancéreuse dans sa gorge. La nouvelle était déchirante. Sa meilleure option de survie était la chirurgie, mais cela impliquerait de retirer une partie de sa gorge et de perdre sa voix. Pour Sammy, qui avait construit sa vie autour du chant, du rire et de la parole, c'était une pensée horrible.
Il a opté pour la chimiothérapie et la radiothérapie à la place, déterminé à préserver le don qui l'accompagnait depuis son enfance. Alors qu'il endurait des traitements douloureux, le monde s'est préparé à le célébrer avec un événement spécial. Il a marqué ses 60 ans dans le monde du spectacle et de nombreuses stars se sont réunies pour un grand hommage. Bien que Sami soit trop faible pour se produire, le fait d'être assis dans le public l'a rempli d'émotions. Lorsque le danseur Gregory Hines est monté sur scène, Sami n'a pas pu se retenir. Il a mis ses chaussures de claquettes et s'est joint à lui. Ce qui s'est passé ensuite a été l'un des moments les plus magiques de sa carrière. Même malade et fragile, Sami a dansé avec une telle élégance et une telle passion qu'il a surpassé le jeune danseur à côté de lui. Le public a éclaté applaudissements. C'était sa dernière danse et elle a été vraiment inoubliable. Malgré les traitements, le cancer est revenu. 1990, ce que les médecins pensaient initialement être une infection des gencives s'est avéré être une tumeur plus importante. Cette fois, la chirurgie n'était plus une option pour lui. Il a perdu sa capacité à parler et est devenu plus faible chaque jour. Avril, des amis de l'industrie du divertissement se sont réunis pour lui rendre hommage lors d'une émission télévisée. Le déferlement d'amour ce soir-là a démontré à quel point il avait contribué au monde. Le 16 mai 1991, Sammy Davis Jr. est décédé chez lui à Beverly Hills. Il avait 64 ans. La nouvelle a brisé le cœur de tout le pays. Ses funérailles ont été suivies par des stars comme Little Richard et Stevie Wonder qui le chérissaient et le respectaient. 2 jours plus tard, Las Vegas l'a honoré à sa manière unique. Pendant 10 minutes, les lumières fidédignes et les lumières vives au néon du strip ont été éteintes. Cet hommage est généralement réservé aux présidents et aux dirigeants, mais il a été rendu à Sami, un homme qui avait été le pouls de la vie nocturne de la ville pendant de nombreuses années. Même après son décès, des difficultés sont restées. Il a été révélé que Sami avait des millions d'impôts impayés, des dettes si importantes que sa femme, Altoise, a dû assumer la charge. Elle a dû vendre ses biens et même accepter de petits emplois pour joindre les deux bouts. Cela a jeté une ombre triste sur la vie d'un homme qui avait apporté tant de bonheur. Caché dans le casier, une histoire particulière s'est déroulée lorsqu'un jeune homme d'Hollywood, Matthias Orenik, a reçu une facture inattendue. Le document indiquait qu'il devait 365 $ pour un entrepôt qu'il n'avait jamais loué. Se sentant confus et bouleversé, il s'est précipité à la compagnie d'entreposage pour faire part de sa plainte. Il a informé le gérant qu'il n'avait jamais signé pour aucun casier et qu'il n'y avait jamais rien entreposé. Le gérant, sentant que quelque chose n'allait pas, a enquêté plus profondeur. Bientôt, la vérité a éclaté. Quelqu'un avait loué le casier utilisant le permis de conduire volé de Orenik. Son nom figurait sur le compte, mais il n'était absolument pas au courant. Initialement, la police craignait que le casier ne contienne quelque chose de dangereux comme des médicaments ou des produits chimiques. Cependant, lorsqu'ils l'ont finalement ouvert, ils ont découvert quelque chose d'entièrement différent. À l'intérieur de l'espace de 5 7 se trouvaient des morceaux d'histoire. Des objets qui appartenaient autrefois à l'artiste emblématique Sammy Davis Jr. Il y avait une trompette étincelante, un vieux lecteur de disques, des vêtements, des photographies et même un jukebox rempli de musique, y compris la chanson bien connue de Davis, The Candyman. Ce n'étaient pas de simples objets ordinaires, c'étaient des trésors qui contenaient les souvenirs d'un homme dont la voix, le talent et le charme avaient de captiver des millions de personnes. La révélation était surprenante, non seulement en raison du contenu, mais aussi raison du mystère qui l'entourait. Les autorités soupçonnaient que les objets avaient été dissimulés pour les protéger de l'Internal Revenue Service. La succession de Sammy Davis Jr. devait encore plus de 5 millions de $ d'impôts et l'IRS tentait de saisir ses biens. Interrogée, la veuve de Davis, Altvisi, a affirmé qu'elle n'était pas au courant de l'unité de stockage ni des objets cachés. Cependant, la police a découvert que l'un de ses employés avait organisé la location utilisant la carte d'identité volée de Orenik.
Il a avoué plus tard qu'il avait aidé à cacher la propriété parce que l'IRS essayait de réclamer tout ce qui restait de la succession de Davis. L'histoire est devenue encore plus intrigante lorsque les gens ont découvert le calendrier des événements. 2 semaines auparavant, une vente aux enchères ordonnée par le tribunal avait eu lieu à Los Angeles. De nombreux biens de Davis avaient déjà été vendus pour régler ses dettes. Cependant, il semble que tout n'ait pas atteint la vente aux enchères. Certains objets ont été discrètement stockés dans ce casier à Burbank, où ils auraient dû rester cachés à jamais si le loyer avait été payé régulièrement. Le sergent de police Don Goldberg a noté que le paiement initial pour le casier avait été effectué espèces. Si les paiements avaient continué, le secret aurait pu rester caché. Mais lorsque le paiement a été manqué et que la mauvaise personne, Herenick, a reçu la facture, la vérité a commencé à se révéler. James Key, le gérant de A1 Self Storage, a mentionné que la personne qui a loué l'unité a présenté ce qui semblait être une pièce d'identité valide, bien que le numéro de téléphone et le numéro de sécurité sociale qu'elle a fourni ne correspondaient pas. Pourtant, rien ne lui a semblé anormal à ce moment-là. Avec le recul, il a reconnu que bien que la découverte ait été inattendue, elle ne l'a pas entièrement étonné. Dans son domaine d'activité, les découvertes surprenantes ne sont pas rares, bien que peu soient aussi extraordinaires que celles-ci. Actuellement, l'IRS est possession des biens pendant que l'enquête est en cours. Ce qui a commencé comme une simple plainte concernant une carte d'identité volée a conduit à la révélation d'un trésor caché de l'âge d'or du spectacle. La trompette, le jukebox, les photographies, ils partageaient tous des fragments du récit de Sammy Davis Jr. Que pensez-vous de Sammy Davis? Que pensez-vous qu'il adviendra du contenu du coffre-fort? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour d'autres histoires intéressantes.